Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, dans Sport à 360, on va étudier dans un nouveau thème et type de podcast qui va s'appeler le 5 majeur. C'est-à-dire que dans ce podcast, je vais vous présenter deux 5 majeurs, un 5 majeur des joueurs positifs et des surprises de cette saison selon moi, et un 5 majeur des déceptions. Tout d'abord, on commencera par le positif et ensuite on s'attaquera à ce qui m'a un petit peu moins plu. J'espère que ce podcast vous plaira. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos amis et à votre famille. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, commençons avec ce 5 majeur des points positifs. Dans ces 5 majeurs, on retrouve donc 3 joueurs de la conférence Ouest et 2 joueurs de la conférence Est. C'est un 5 majeur, donc vous imaginez donc bien un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. J'ai un petit peu modifié un petit peu les postes des joueurs, mais je pense qu'au vu des tailles et de la polyvalence de certains, ça ne devrait pas poser de soucis. On va commencer par le premier joueur. C'est un meneur de jeu qui n'a que 89 matchs en carrière NBA, qui joue du côté des Phoenix Suns, le meneur Colin Gillespie, que peu de gens connaissent. Il n'a que 3 saisons NBA, commencé à Denver, puis ensuite pris à Phoenix, qui n'a joué que 33 matchs la saison passée. Mais on avait vu sur cette fin de saison quelques petits flashs. Et là, dans cette saison 2025-2026, on constate une explosion. Il a doublé ses minutes jouées en passant de 14 à 28 minutes. Il a joué 32 matchs, c'est-à-dire autant que la saison passée. 13 matchs en tant que titulaire, pour des moyennes de environ 14 points, 3 rebonds, 4 rebonds, 5 passes. Il a été au début de saison remplaçant et maintenant il est même titulaire aux côtés de Devin Booker dans le backcourt de Phoenix, qui permet à Devin Booker de jouer un peu plus off-ball, c'est-à-dire sans ballon. Et il est un très très bon joueur. 43% à 3 points en prenant 7 tirs par match. Ça fait donc 3 tirs à 3 points rentrés chaque soir. C'est vraiment un joueur de très très haute qualité. Il est déjà directement dans la course du 6e homme de l'année et également de la meilleure progression. Je trouve que c'est un joueur qui a de très grandes qualités. Il n'est pas très grand, il ne fait que 1m85 pour 88 kg, mais c'est un très très bon porteur de balle, une vraie qualité de tir, et franchement ça fait du vrai plaisir du côté de Phoenix. Il fait une très très bonne saison. Si on compare ses stats sur 36 minutes, il a des stats équivalentes sur ses 3 premières saisons, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, je dirais, en surchauffe. C'est un joueur qui est un tireur à 3 points qui a 47, pardon. Sur 348 tentatives en carrière, il en a mis 149, ça fait donc du 42%. Alors oui, l'échantillon est peut-être pas encore assez élevé, mais finalement on voit quand même que c'est un excellent shooter. Il est capable de faire plein de choses sur un terrain. Pour 100 possessions, quand il est sur le terrain, Phoenix a un offensive rating de 123 points, ce qui est vraiment très intéressant. Il est capable vraiment de créer du jeu. Il perd des ballons, mais finalement, dans un joueur qui joue 28 minutes par match, c'est cohérent de perdre des ballons, hein. Il est à environ 2 pertes de balles en jouant 28 minutes. C'est à peu près ce que font les porteurs de balles en NBA. Je trouve que vraiment, ce qu'il fait, c'est top, top, top. C'est très plaisant à regarder, un vrai shooter de très haute qualité. Il a 60% de true shooting, c'est-à-dire et il est à 3% plus efficace que la moyenne cette saison pour un arrière. C'est très haute qualité. C'est très très bien. Mais finalement, il était déjà au niveau de la moyenne concernant son efficacité sur ses 3 premières saisons. Même si, comme je l'ai dit, au niveau du nombre de minutes jouées et du nombre de matchs, on est peut-être encore sur quelque chose qui n'a pas un assez grand échantillon. Mais franchement, c'est de très très bien. Phoenix est très content de l'avoir. Il est carrément à 52% sur les longs 2, à plus de 50% sur le short mi-distance. C'est vraiment des très très bonnes statistiques et je suis très content pour lui, parce que c'était vraiment un joueur que j'aimais bien. Je l'ai toujours trouvé la vraie qualité. À Denver, je comprenais pas pourquoi il jouait pas autant. Mais franchement, c'est très très bien. Il a déjà fait un record à 28 points cette saison. Déjà un match à plus de 13 passes. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Et il est très important au niveau des Suns. Et bien évidemment, 4 années à Villanova.
en tournant à 15,3 passes, mais c'est vraiment et vous le voyez à la fac, il est à quasiment 40% en carrière à 3 points en prenant, si on regarde le total que j'ai là, il est à 800 tirs à 3 points, il est à 39%, donc c'est vraiment un vrai shooter. Et franchement, du côté de Phoenix, ils sont très contents de l'avoir. Il est normalement, je crois, sur un contrat assez petit, il me semble. Je vous dis ça tout de suite. Le contrat. Il a signé un two-way contract. Pardon. Il a signé un contrat d'une saison avec les Suns à 2 millions, 2 millions 2. Donc je vous préviens que dès la saison prochaine, il aura déjà un contrat bien plus onéreux et ce sera mérité pour un joueur qui réalise la meilleure saison de sa carrière et qui est vraiment très 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 intéressant à regarder jouer. Maintenant, passons au poste 2, qui est plutôt un arrière, un meneur de jeu, mais qui est à la base un poste 2. Je parle bien évidemment de la révélation de cette saison du côté du Utah Jazz, c'est monsieur Keyonte George, qui tourne cette saison à plus de 24 points par match avec 4 rebonds, 7 passes, 45% au tir, 37% à 3 points, 90% au lancer. Je ne vais pas beaucoup parler de Keyonte George aujourd'hui parce que j'ai un podcast qui lui est dédié et qui est dédié au Utah Jazz, donc je vais pas trop m'étaler, mais c'est un joueur qui réalise la meilleure saison de sa carrière, qui est d'une bonne efficacité. Il a tourné à 40, même pas 40% au tir global la saison passée, les 2 premières saisons de sa carrière. Des choix de tir qui étaient plus que contestés, contestables, une efficacité à 3 points avec des tirs qui n'étaient pas les bons. Mais surtout, ce qui choque cette année, c'est donc son nombre de lancers francs. Il a plus de 7,5 il a 7,5 lancers francs tentés par match pour 90% de réussite. Il créait beaucoup plus de jeux, 7 passes pour après beaucoup de turnover, mais en même temps pour un jeune porteur de balle, c'est intéressant. Il a fait plusieurs matchs à plus de 30 points. Il a un record en carrière à 39 points. Il a été très clutch, notamment contre les Rockets il y a quelques jours. Il a été très intéressant, notamment avec des grosses pointes au scoring, des grosses pointes à la passe également. C'est vraiment un joueur qui est capable donc de créer du jeu. Il est beaucoup plus intéressant lorsqu'il est sur le terrain. L'équipe de Utah crée beaucoup plus de jeux. C'est très intéressant à voir jouer. Il est enfin en termes de throw shooting à 60%. Ce qui est intéressant, il était 8 et 10%, 8 et 7% moins efficace que la moyenne NBA la saison, sur ces 2 premières saisons, et cette année, il est à 105, c'est-à-dire 5% plus efficace que la moyenne. Il provoque 15% de lancers francs de plus que la moyenne. Il est à 115, c'est très très intéressant. Non, pardon. Euh, je me suis trompé. Il provoque plus de 60% dans ses francs de plus que la moyenne NBA. Franchement, c'est top sa saison qu'il fait. Il est beaucoup mieux à l'efficiency field goal percentage. Franchement, c'est vraiment un joueur qui a vraiment bien progressé. On voit que par exemple, quand il est sur le terrain, son équipe provoque est beaucoup plus intéressante. Il va être parmi les candidats des meilleures progressions. Il est en 3e année. Donc c'est l'année où normalement on récupère le trophée de la meilleure progression. Donc maintenant j'attends de voir ce qui va se passer. Mais honnêtement, euh, c'est vraiment pas mal. Un joueur de vraiment de grande qualité. Il est 19e au scoring et 10e en passe décisive. Voilà. Mais bien évidemment, je ferai un focus beaucoup plus long sur Keyonte George dans le prochain podcast qui lui est dédié. Maintenant, passons au 3e joueur qui est pour moi, il est noté comme une point guard sur Basketball Référence, mais pour moi, c'est un joueur qui peut jouer du poste 1 au poste 3. C'est monsieur Anthony Black, le arrière, le combo guard, on va dire, tout bêtement, du Orlando Magic, qui réalise une breakout season, c'est-à-dire une saison exceptionnelle. C'est un joueur en termes qui passe de 24 minutes de temps de jeu, l'année passée à 30. Il passe de 9,4 points à plus de 15 points par match, 4 rebonds et 4,2 rebonds, 3,5 passes. Il provoque quasiment 2 fois plus de lancers francs, en passant de 2,5 à 4.
il prend beaucoup plus de tirs, hein, il passe de 8 tirs par match à plus de 12. Une efficacité qui est un petit peu meilleure que la saison passée. 36 pour 35,35% à 3 points, 46% au tir global. C'est vraiment quelque chose de qualité, mais ce qui choque surtout Anthony Black, c'est sa capacité à être très bon des deux côtés du terrain. Il a fait un match à 38 points il y a 2-3 jours face à Denver. Il fait également des performances cette nuit. L'heure où j'enregistre, on est le 30, donc le 29, il a fait un match à 27 points, un match à 38, à 24, à 22, à 19. Il me semble, sur les 10 derniers matchs, à plus de 22 points par match. En l'absence de Franz Wagner, c'est lui qui a pris les règnes offensifs de l'équipe. Il est pour moi le facteur X de cette équipe d'Orlando, c'est-à-dire le joueur qui va faire passer cette équipe Orlando d'un cap à un autre, en passant d'une bonne équipe de playoff à potentiellement une équipe qui peut aller chercher une finale de conférence. J'aimerais juste, si possible, que Orlando décide de faire un choix. Est-ce que il pense que le trio Desmond Bane, Paolo Banchero, Franz Wagner puisse aller au titre? Selon moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un quatuor Desmond Bane, Jalen Suggs, Franz Wagner, Anthony Black qui les emmèneront, et si possible, essayer de trouver une star, une véritable star, ou alors faire passer encore une fois au révélateur Monsieur Franz Wagner, qui je trouve ne prend pas ses marques du côté de Orlando, qui est un top joueur, qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe d'Orlando, mais qui malheureusement n'a pas assez d'opportunités pour créer, et lorsqu'il est sur le terrain, et que Paolo Banchero n'est pas là, l'équipe est bien meilleure. Et lorsque Paolo Banchero est sur le terrain et que lui n'est pas là, l'équipe est moins bonne. Je précise quand même qu'il revient de blessure et que c'est pas toujours très simple lorsqu'on a été blessé, notamment aux abdominaux, puis à l'épaule, etc., d'être un joueur extrêmement efficace. Mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu redondant au fur et à mesure des années. C'est l'inefficacité de Paolo Banchero. Mais on en revient à Anthony Black. Ce qui est assez drôle à regarder, c'est qu'il n'est toujours pas, il n'est même pas encore aussi efficace que la moyenne. Il n'est qu'à 95 de true shooting, c'est-à-dire 5% moins efficace. Mais il était l'année passée à 90. Euh, il, Finalement, ses stats en termes de shooting ajusté ne sont pas significativement meilleurs, mais l'impact, par exemple, sur le terrain, on le voit lorsqu'il est sur le terrain, Orlando, sans possession, marque 2,3 points de plus lorsqu'il est sur le terrain, et lorsqu'il n'est pas sur le terrain, il en marque 1,7, tandis que l'année passée, c'était en négatif, donc on voit vraiment que son impact euh, du côté de Orlando est vraiment de très très haute qualité. Voilà, j'espère que cette partie sur Anthony Black vous a plu. Maintenant, passons à un joueur qui est dans le top 7 des votes pour le All-Star Game. C'est monsieur Deni Avdija, l'ailier des Portland Trail Blazers, réalise une saison tout bonnement exceptionnelle dans la continuité de sa fin de saison passée, où il avait un petit peu plus émergé en tant que créateur primaire et principal de cette équipe. Avec le départ de DeAndre Ayton, le départ d'Anthony Simons, il y a beaucoup plus de ballons qui ont été libérés, notamment à lui, à Shedon Sharpe, à Toumani Camara, etc. C'est vraiment une très très belle saison, 25,6 points par match, plus de 7,2 rebonds, 7 passes de moyenne, des pourcentages corrects, c'est-à-dire 47% au tir global et 37% à 3 points. Il est dans la Il est dans une saison où il était l'année passée à 17 points, il passe à 25,6. Alors il perd quasiment il perd 4 ballons par match, ce qui est énorme, mais il crée quand même 7 passes. Il provoque beaucoup de lancers francs, quasiment 10 par match, ce qui est très très intéressant. Il a son shoot à 3 points qui continue de se développer, 35% cette année, 36 la saison passée, 37 il y a 2 ans. C'est vachement bien, il prend 16 tirs par match. Il joue carrément 36 minutes titulaire à tous les matchs. Franchement, c'est un top joueur, candidat All-Star dans une équipe de Portland qui est plutôt bonne. Franchement, je trouve ça très intéressant. Il a déjà fait plusieurs triple-doubles cette saison. C'est vraiment quelque chose de très très qualitatif. Alors, il est, je crois, le joueur qui perd le plus de ballons en NBA.
mais c'est également le joueur qui provoque le plus de lancers avec 321 lancers francs tentés cette année. C'est quelque chose de très, 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 très bien. Sur 100 possessions, donc il a un différentiel de +2 en tant qu'offensive rating et defensive rating. Il est un joueur qui est top pour son équipe, capable de créer, capable également de défendre, même si au fur et à mesure des saisons, vous le savez, quand un joueur prend du volume, il y a une partie du terrain qui est un petit peu moins bonne, mais c'est normal, hein, on doit créer, on doit créer, on doit créer, donc forcément, on perd un petit peu physiquement et en fait, on fatigue beaucoup plus pour, pour cela. Mais si on regarde, par exemple, Deni Avdija sur les 3 dernières saisons, c'est plus 3%, plus 5% d'efficacité par rapport à la moyenne. Voilà, on le voit par exemple en termes du free throw rate plus, c'est-à-dire le pourcentage de lancers francs ajusté. Bah, en fait, il est à 213, la moyenne est à 100, qui provoque 2,1 fois plus de lancers francs que la moyenne NBA, ce qui est totalement ahurissant. Voilà, c'est vraiment un joueur de très très haute facture. 61 de true shooting plus, c'est-à-dire il est 1, je ne sais plus, j'aurais pu vous le dire en point par tir, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il fait la meilleure saison de sa carrière. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, son équipe est moins bonne de 11 points, ce qui est tout bonnement stratosphérique. Ça veut donc dire que c'est un joueur méga méga important pour cette équipe de Portland. Et enfin, dernier joueur également de la conférence Est. On retourne du côté de la Floride, mais non, ce n'est pas un joueur du Orlando Magic, c'est un joueur du Miami Heat, monsieur Kelly Ware, qui est le pivot titulaire de cette équipe de Miami, qui est un joueur qui ne joue 25 minutes par match pour environ 12 points et 10 rebonds de moyenne. C'est un joueur qui est extrêmement impactant au rebond, aux côtés d'un Bam Adebayo qui lui est un joueur un petit peu moins, comment pourrais-je dire, un petit peu moins bon au niveau du rebond. C'est un joueur capable de tirer à 3 points, on l'a vu dans sa saison rookie, capable d'avoir des crises. En cette année, il a 47% à 3 points sur environ 3 tentatives par match. Je pense pas que ce soit littéralement son pourcentage, mais c'est vraiment un joueur qui n'a pas peur de prendre les tirs. Ce qui est également très intéressant dans une équipe du Miami qui est dans sa circle offense, beaucoup de mouvements et du coup, bah, vu qu'il y a beaucoup de mouvements, souvent le pivot adverse a tendance à vouloir un petit peu plus protéger la raquette, ce qui laisse donc des ouvertures à monsieur Kelly Ware qui, dans ce début de saison, sanctionne. Il est à 81% au lancer franc, ce qui est vraiment bien, et 70% l'année passée, mais pour moins d'un par match. Ça fait même pas 60 tentatives, 64 tentatives en saison rookie, ce qui est... L'échantillon n'est pas assez, mais on voit quand même que c'est un shooter. Et si on va voir ses stats au niveau de la fac, c'était à niveau d'Oregon et d'Indiana, bah, il tournait à 42% à 3 points lors de sa dernière saison. Après, il n'avait que 40 tentatives, mais on pouvait se dire, et il y avait 72 et 63% au lancer franc. Donc franchement, il y avait des choses à voir au niveau de Kelly Ware. Et je me souviens lors du draft combine qu'il avait notamment été très très bon au niveau du shoot à 3 points lors du combine. Donc ça a permis aussi peut-être pourquoi d'Orlando à chaque fois je dis du côté de Miami de percevoir des choses et d'espérer que Kelly Ware soit le pivot titulaire de cette équipe. Cependant, je ne suis pas sûr que cette équipe du Miami soit faite pour aller très très loin. Selon moi, en fonction de ce qui se passe cette saison, je ne tarderai pas soit à casser le noyau de cette équipe. Peut-être soit pour aller chercher une méga star, soit pour essayer de reconstruire en échangeant Tyler Hero, Bam Adebayo, Norman Powell qui a une très bonne valeur, et de reconstruire autour des jeunes Kasparas Siakosionis, Pelle Larsson, Kelly Ware, Nikola Jovic, Jaime Raquez. C'est de trouver avec ces jeunes voir ce qu'on peut espérer retrouver, parce que je ne pense pas que ce soit un trio Bam Adebayo, Tyler Hero et Norman Powell qui vous emmène plus loin qu'une demi-finale de conférence. Voilà donc Kelly Ware qui cette année est donc si on regarde au niveau de ses stats avancées, il est donc à un true shooting de 114, c'est-à-dire 14% plus efficace que la moyenne.
Il a un true shooting de 62%, donc 62, voilà, 62% de true shooting, ce qui est vraiment top pour un intérieur. Donc il est donc, comme je l'ai dit, en fait, ce true shooting, en fait, il est donc 14% plus efficace. C'est pas un joueur qui provoque beaucoup de fautes, mais c'est vraiment un joueur qui est extrêmement intéressant, très très bon sur du rebond offensif. Si on regarde ses stats depuis le début de la saison, il est quasiment il est à 3 rebonds, 3,4 rebonds offensifs par match, ce qui est totalement exceptionnel. Ce qui permet donc à Miami d'avoir des secondes chances, etc. Et donc de pouvoir avoir une attaque un petit peu meilleure que ce qu'elle ne l'est réellement. Et là, on le voit, depuis quelques matchs qu'il est de nouveau titulaire. C'est 28 points, 16 points, 15 points, 19 points avec 9, 7, 13, 9, 19 rebonds. Franchement, c'est vraiment très très intéressant ce que nous fait Kelly Ware. Et donc, voilà mes 5 joueurs que j'ai choisis donc pour ce 5 majeurs des surprises. Donc, je répète, Colin Gillespie, Keyonte George, Anthony Black, Deni Avdija et Kelly Ware. Je pense que c'est un 5 majeur qui pourrait être très intéressant avec 3 joueurs défensivement plutôt très intéressants avec Anthony Black, Deni Avdija et Kelly Ware. D'avoir 2 créateurs balle en main, 4 créateurs balle en main avec Gillespie, George, Black et Deni Avdija, avec tous des joueurs qui peuvent être à la fois jouer off et on ball, c'est-à-dire avec et sans ballon. Je trouve que ça pourrait être un 5 de départ très intéressant pour une équipe. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Vous aurez donc dans un podcast prochain les 5 majeurs des déceptions. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, comme je l'ai dit, au niveau avec vos amis et de liker ce podcast. Merci à vous et bonne journée.